Il me propose de faire le jeu, d'aller nager le plus loin possible. Il s'est rapproché de moi et il s'est mis dans mon dos. Je sentais son souffle dans mon cou. C'était assez désagréable, très oppressant. Ses mains qui se baladaient sur tout mon corps. Très vite, j'ai essayé de me débattre, mais c'est un homme à peu près d'1m80 qui faisait beaucoup de musculation. Moi, à 12 ans, j'avais pas vraiment de poids. Faut savoir que quand c'est placé, on entend souvent un peu la menace de fais pas trop de boucan parce que tu peux changer de famille d'accueil ou on va te mettre au foyer. Ou je me disais bon, je ne dis rien. J'ai été placée dès ma naissance. Il faut savoir que mes parents étaient déficients psychologiques, donc j'étais placée seulement une journée par semaine. Et ensuite, mon père a demandé à me placer de plus en plus souvent parce que apparemment mon caractère était compliqué. Alors cette famille d'accueil, j'y suis restée 17 ans à peu près. Vu que je me souviens pas de toute mon enfance, j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça et qu'en fait c'était normal, j'avais ma famille d'accueil d'un côté et mes parents de l'autre et je savais exactement quels sentiments je devais ressentir pour chaque personne. Avec ma mère, ça se passait très bien, j'étais très proche d'elle. Mon père, c'était un peu plus compliqué, j'avais un contact un peu plus particulier avec lui. Mon père avait des soucis d'alcool et à plusieurs reprises, quand les éducateurs ou les assistantes familiales venaient au domicile de mes parents et se rendaient compte qu'effectivement il y avait de l'alcool, que mon père sentait l'alcool et il avait un comportement très agressif. Ça se voyait sur mon corps parce que quand j'entrais chez ma famille d'accueil, j'avais des traces sur le corps, des bleus. Enfin, mes fesses étaient très abîmées. Et lui, il décrivait qu'il me tapait parce que j'étais un peu chiante. Avant, du coup, mes 4 ans, j'ai commencé à changer un peu de comportement. C'est-à-dire que je mordais, je tapais. J'avais un langage qui n'était pas du tout adapté pour un enfant de 3 ans. On a commencé, en tout cas, à m'emmener voir un psychologue par rapport à ces changements de comportement. Et c'est là qu'on a compris qu'effectivement, il y avait autre chose derrière. À 4 ans, lors d'un entretien avec une psychologue, j'ai révélé que mon père me rejoignait le soir pour me violer. C'était toujours au moment de l'histoire. Dès qu'il me racontait une histoire, il arrivait à retourner la situation pour au final venir dans mon lit et faire ce qu'il souhaitait de moi. Je dis que je vois le de mon père, que je le vois pas vraiment, mais c'est lui qui me le montre. Et au moment où elle me dit « Est-ce que ça touchait le tien ?» Je dis oui, et ça m'a fait mal. Dans un premier temps, je suis du coup placée à plus long terme chez ma famille d'accueil, et je revois la psychologue quelques jours après, pour être sûre que je maintienne les mêmes révélations. Je les maintiens, et il y a un signalement qui est posé. Mon père est entendu, ma mère aussi. Alors évidemment, vu le comportement de mon père, le caractère de mon père, il a évidemment nié, et ma mère était sous son emprise, donc a nié aussi. J'ai perdu le contact avec mes parents, suite à ces révélations. Même ma mère qui avait pris le parti de mon père. Comme je voyais plus ma mère, je décidais de ne plus parler. Ma mère, effectivement, ça me faisait beaucoup de peine de plus la voir. Et dans le dossier, une assistante sociale, mais que j'avais bien compris, en fait, les risques de retombées graves pour mon père et le fait que, du coup, ça entraîne chez ma mère une certaine dépression. Du coup, j'avais fait le choix inconsciemment de ne plus parler. Donc, j'ai arrêté de répondre aux questions des gendarmes et ils ont classé l'affaire sans suite. Quand l'affaire a été classée, mon père a décidé de me revoir parce qu'effectivement il n'y avait plus rien qui l'empêchait de me revoir et on a commencé à se revoir du coup dans les locaux des services sociaux. Même s'il venait, qu'il était des fois alcoolisé, qu'il repartait en plein milieu, qu'il disait qu'il voulait plus me voir et tout, au fur et à mesure s'est installée une sorte de visite médiatisée au domicile de mes parents, toujours accompagnée du coup d'une tierce personne. Et pendant cette période-là, j'ai lu dans mon dossier, j'étais encore victime en tout cas de mon père. Au bout de quelques mois, j'ai effectivement recommencé à parler. J'avais juste envie, je pense que quelqu'un soit là pour moi. Je pense que quelque part c'était un appel à l'aide, mais je voulais vraiment pas que ça pose en tout cas la question d'un signalement. J'étais une petite fille qui avait des attitudes très sexualisées. Depuis toute petite, j'ai appris au final que l'amour qu'on porte à quelqu'un, c'est sexualisé, c'est du. Et pour moi, être aimé, ça voulait dire il faut que quelqu'un, en tout cas, ait ce regard sur moi. Quelques années, alors je sais plus exactement quand, mais mes parents vont se séparer. Donc je vais voir ma mère un week-end sur 2. Et mon père, qui était à l'hôpital psychiatrique, va demander à me revoir. J'avais 8-9 ans, quoi. Quand mon père a recommencé à venir au domicile de ma mère, ça avait été accepté par les services sociaux. Il devait rester juste le temps du repas. Mais en fait, souvent, il débordait, il restait le soir, il restait dormir. Il n'y avait pas d'abus, strictement parlé, mais il y avait des regards, une façon de jouer. Si, par exemple, il me chatouillait, il en profiterait pour me toucher les fesses, pour me toucher les seins. Du coup, je pouvais jamais vraiment anticiper quand est-ce que ça allait se passer, parce que ça pouvait se passer n'importe quand au quotidien. Avec l'ASE, quand j'étais placée, je trouve que j'étais assez bien suivie.
Après, à terme, j'ai vu que y avait des failles quand même dans le système. Quand ma famille d'accueil part en vacances, ils partent en vacances par exemple au ski. Moi, je pars en vacances dans une famille d'accueil relais. On choisit des familles d'accueil relais. Alors on choisit, on l'impose, ça dépend. Et cette famille d'accueil, à un moment, m'a séquestrée dans une cave. Elle devait aller voir ses parents qui étaient malades. Elle ne sait pas quoi faire de moi. Donc elle m'enferme dans la cave en me disant « Je vais revenir, t'inquiète pas ». Son mari était en train de me dire « Attends, je vais te mettre la lumière, peut-être la télé ». Et en fait, elle a dit une phrase que c'est vrai que maintenant je déteste, c'est « Plus vite on sera parti, plus vite on sera revenu ». Et du coup, elle m'a laissée là pendant plusieurs heures. Je me suis sentie un peu abandonnée. Et en parallèle, elle a d'autres enfants qui y sont placés et qui vont régulièrement dans cette cave. Et pendant plusieurs heures, donc il y en a qui me disaient quand on a envie d'aller aux toilettes, c'est compliqué. Et quand je suis retournée dans ma famille d'accueil, j'ai parlé de cet événement et ils n'ont rien fait. Et j'ai appris qu'elle est restée famille d'accueil. Et dans mon dossier, il n'y a aucune trace de ce passage-là, alors que je l'ai raconté à mon éducateur, il l'a écrit. Je suis pas sûre que d'avoir des familles d'accueil maltraitantes, ça aide les enfants qui ont souvent été maltraités avant. Dans ma famille d'accueil, j'étais bien. Je me sentais vraiment à ma place. Je sentais qu'ils voulaient mon bonheur. Et ils avaient 2 filles qui ont toutes les deux un copain. Une des filles donc est sourde et son mari aussi est sourd. Ils ont un petit garçon. Cet homme-là a toujours été présent dans ma vie. J'estime que c'est à peu près autour de 10-11 ans que ça commence. Donc comme ces personnes ont un cercle d'amis assez restreint, on me propose assez régulièrement d'aller avec eux à la piscine, d'aller avec eux au restaurant, pour les faire sortir et aussi pour être là avec eux, pour m'occuper aussi du petit. Lors d'une sortie à la piscine, c'est lui qui gardait nos bracelets de casier parce que fallait pas qu'on les perde. On sort de la piscine. Donc il nous donne à tous nos bracelets de casier et quand j'arrive dans mon casier, j'ai un porte-monnaie avec 60 € et un bracelet blanc en perles blanches. Je comprends pas trop, mais en même temps c'est le 18 août et c'est ma fête. Donc je me dis ça se trouve que c'est un cadeau de leur part. Donc je me retourne et il y a juste cet homme justement qui me regarde et je comprends dans son regard que faut pas le dire. J'ai commencé à me dire, c'est pas normal. En sortie de piscine, sa femme, qui du coup était sourde, devait aller changer une pile sur son appareil auditif, donc elle descend de la voiture pour aller dans le magasin. Moi, j'étais dans la voiture, derrière cet homme, et à droite, il y avait leur fils qui dormait. Et c'est là qu'il a commencé à passer sa main derrière et à commencer à me toucher la cuisse. J'essayais de chercher, je me souviens, dans le rétroviseur pour savoir, tu fais quoi? Et lui fuyait mon regard, il me regardait pas du tout. Et je me suis dit, je comprends pas. Quand moi, je jouais avec lui, j'imaginais plus ou moins à quoi ça pouvait ressembler une relation père-fille. Parce qu'on faisait des jeux, je me souviens le jeu qu'on préférait, c'était aller nager le plus loin possible sous l'eau sans remonter à la surface. Et j'adorais ce moment-là. Et en fait, au fur et à mesure, il a eu une certaine emprise sur moi. Et un jour où il m'a envoyé un message, moi j'étais chez ma mère, en me disant je suis sur le parking en bas, descends. La logique voudrait que je n'y aille pas. Personne m'y oblige. Je suis chez ma mère, il sait pas vraiment où c'est. Et pourtant, j'y suis allée, j'ai dit à ma mère, je vais m'acheter un goûter dans la boulangerie d'en face. J'en reviens. Et je suis descendue dans sa voiture. Tout le moment où j'étais avec lui, la seule chose que j'espérais, c'était qu'on voit que c'est pas normal, en fait, ce qui est en train de se passer. Et il y a un moment, justement, où il a passé sa main sur ma cuisse, sur mes seins. Il m'a enlevé mon t-shirt et m'a léché les seins. Et il y a un homme qui est arrivé à ce moment-là, je me suis dit, il a compris. C'est sûr. Et en fait, il a frappé au carreau en disant, par contre, vous êtes sur la place des employés. Je comprends pas. Si lui comprend pas, personne va comprendre parce que là, c'était... Donc, je me suis dit, ça sert à rien que j'en parle. Je me suis dit, personne va me croire. Et c'est resté un peu sur ces mêmes caresses, ces mêmes échanges. Et c'est pas vraiment aller plus loin que ça. Il me disait des phrases un petit peu choquantes. Et il me disait, mais je sais que je te ferai l'amour dans des draps en soie. Mais j'ai 13 ans. T'as pas compris. C'est pas ce que tu devrais t'imaginer avec moi, en fait. C'est resté comme ça pendant un petit moment. Et là où il s'est passé vraiment le plus gros truc, c'est dans un gîte à Noël. Ma famille d'accueil me dit on va dans un gîte et dans ce gîte il y a une piscine. Donc tout le monde va à la piscine et au moment de sortir, on sort tous un peu au fur et à mesure. À la fin et à la piscine, il reste sa femme, lui et moi. Donc elle me dit moi je sors. Il me propose de faire le jeu, d'aller nager le plus loin possible. Il s'est rapproché de moi et il s'est mis dans mon dos. Je sentais son souffle dans mon cou. C'était assez désagréable, très oppressant. Ses mains qui se baladaient sur tout mon corps. Là, sa femme arrive pour chercher la serviette. Mais elle a rien vu, elle a pris sa serviette puis elle est repartie. Alors peut-être qu'elle a préféré ne pas voir aussi. Sauf que lui, il est venu finir ce qu'il avait commencé. Très vite, j'ai essayé de me débattre, mais c'est un homme à peu près d'1,80 m qui faisait beaucoup de musculation. Moi, à 12 ans, j'avais pas vraiment de poids.
Je décide de partir et de me mettre dans la douche, justement, de rester dans la douche enfermée. Et puis, il tape à la porte. Mais je me suis dit, il va défoncer la porte, en fait. J'ai attendu qu'il n'y ait plus du tout de bruit dans la piscine. Et puis, je suis repartie. Et au moment où je suis arrivée, il était en train de préparer à manger, tout sourire pour le réveillon de Noël, quoi. Moi, ça m'a vraiment blessée et ça m'a choquée. C'était vraiment quelqu'un qui s'intéressait à moi, pour le coup. C'était très malsain, je le conçois, mais dans tout l'univers de mon cocon un peu familial et celui de ma famille d'accueil, même s'il s'intéressait à moi, c'était vraiment particulier. Là, il était vraiment attentionné, il faisait attention à tout. Et du coup, ça me rassurait un peu. Je me disais, il est là, il ne veut pas de mal, en fait. Et j'étais un peu surprise. Je pensais pas qu'il allait le faire sans mon consentement, en fait. Faut savoir que quand c'est placé, on entend souvent un peu la menace de fais pas trop de boucan parce que tu peux changer de famille d'accueil ou on va te mettre en foyer. Et en fait, moi je préfère pas poser de problème. En fait, donc je me disais bon, je ne dis rien et ça s'est plus jamais repassé. La période de l'adolescence, elle a pas été simple. J'étais un peu potelée. Je mangeais bien dans la cantine. J'étais déjà très formée et il m'a sorti une phrase. Il m'a dit t'es grosse, mais c'est comme ça que je t'aime grosse. Ça a créé un certain mécanisme en moi qui a fait que je me suis dit, si même grosse, maigre et même un peu. Enfin, c'était vraiment inconscient, mais du coup, j'ai arrêté de m'alimenter. Ce qui fait que, en fait, ça s'est vu. Quand j'avais vraiment perdu beaucoup de poids, ma famille d'accueil m'a emmenée chez le médecin. Quand je suis chez le médecin, on me parle pas de troubles du comportement alimentaire. On me dit juste, il faut que je reprenne du poids parce que j'ai perdu trop vite. Et en fait, j'ai développé un autre comportement. C'était l'hyperphagie. Je mangeais. Et quand ma famille d'accueil partait, je mangeais tout ce qu'il y avait dans les placards, quoi. Mon problème a duré très longtemps. Il s'est transformé, il est revenu. Des fois, je me suis dit, il a disparu. Sans vraiment que j'en prenne conscience, sans vraiment que je cherche à le faire disparaître. Je pense pas que je suis complètement guérie des TCA. En troisième, je vais parler de mon père parce que ce qui était compliqué, c'était que le week-end, j'allais chez mes parents. Donc j'avais mon père. Et en parallèle, certains moments, j'avais le gendre de ma famille d'accueil. Ça commençait à devenir beaucoup pour moi. J'en ai parlé à ma famille d'accueil en disant que le week-end s'était pas très bien passé. Eux, ils en ont parlé en fait à mon éducateur. Donc je lui ai fait part de ce qui se passait. Il a été voir mon père et en fait, c'en est resté là. Vous êtes tous au courant que c'est pas normal, que pourtant un week-end sur deux, vous me poussez à aller voir mon père. En plus de ça, donc quand on est enfant placé, on a tous les 3 mois un peu d'argent de poche. Quand j'avais un petit peu d'économie, je les mettais sur un compte que mon père avait ouvert pour moi. Peu de temps en fait après avoir parlé, je vois en fait que mon père m'a volé tout mon argent. Donc tout l'argent qui était sur mon compte, il l'a viré sur le sien. Donc j'étais un peu surprise et j'en parle à mon éducateur et on me dit ouais mais c'est pas une énorme somme et ça va te coûter beaucoup plus cher de prendre un avocat. Donc en fait on va rien faire quoi. Au collège c'était vraiment pas une période facile et du coup je partais dans un lycée qui était pas le lycée du secteur. Je me dis c'est parfait, c'est un nouveau départ, je voyais plus mon père, le gendre il avait quasiment arrêté, enfin c'était vraiment sur la fin. Pour moi je me suis dit ma vie commence maintenant en fait, c'est bon. Et du coup je rencontre un garçon avec qui je reste pendant un moment. En terminale, il y a ma femme d'accueil qui me dit cette année on refait la même chose qu'il y a plusieurs années mais on retourne en shit. Donc j'en ai parlé à mon copain de l'époque qui me dit si tu n'en parles pas, moi j'en parle. Donc un soir, j'étais dans ma chambre et j'appelle ma femme d'accueil, donc je l'ai appelée Tata. Elle monte, je lui explique ce qui se passe et ce qui s'est passé tout en lui disant « mais je veux pas qu'on porte plainte ». Je sais que quand je l'accueille, je pleure. En fait, je lui dis juste que il s'est passé des choses, sans vraiment rentrer en fait dans les détails. Je lui dis pas ce qui s'est passé entièrement. Je veux juste qu'on m'écoute et qu'on évite en fait de me pousser vers lui comme on a fait pendant des années. Je leur en veux pas parce qu'ils pouvaient pas savoir. Maintenant qu'ils sont au courant, j'aimerais bien que on le refasse plus quoi. Donc elle descend, un peu choquée, et j'écoute un peu à ce qui se dit, et j'entends juste qu'on marmonne un peu, mais je comprends pas en fait. Donc je me dis je vais descendre. Donc il y avait ma famille d'accueil et son mari, donc Tata et tonton, qui regardaient Koh-Lanta. Je me suis dit ils vont me poser plein de questions, et en fait non. Il me dit juste cette phrase si ce que tu nous dis est vrai. Et je me suis dit déjà dans cette phrase-là on a un doute. Donc j'étais un peu surprise. Et puis, je raconte juste ce qui s'est passé dans les grandes lignes. Et je leur dis, je ne veux toujours pas porter plainte. Ils me disent, mais t'es sûre? Je dis, je veux pas porter plainte, je veux juste qu'on garde ça pour nous. Et puis, ils acceptent. Ils me disent, d'accord. On part quand même en gîte, il se passe rien, tout se passe bien. Et même le gendre se désintéresse complètement de moi. Donc, je pense que quelque part, ils ont un peu du mal à y croire. Mais ils se disent, il a pas l'air très malveillant envers toi, cet homme. J'ai vraiment vu ça comme un peu un abandon, quoi. Et comme je savais pas à qui en parler, j'ai demandé à aller voir un psychologue.
Là, ils ont vu ça, eux, comme ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Enfin, elle nous a dit qu'elle voulait pas en parler, on n'en parle pas. Et là, ma famille d'accueil décide d'appeler mon éducatrice, ce qui, en fait, lance un signalement. Il y a une enquête qui a été menée. Donc, ma famille d'accueil a commencé par être entendue. Et moi, par la suite, sauf que ça a pris beaucoup de temps. Donc, j'étais très mal à l'aise et j'ai demandé, en fait, à changer de famille d'accueil tout en me disant, je vais changer de famille d'accueil juste pour un temps. J'ai bientôt 18 ans, je vais changer juste le temps du procès et puis je reviendrai, quoi. Je suis allée arriver dans cette nouvelle famille d'accueil. L'enquête a été longue et je me suis vraiment habituée à cette famille d'accueil. Au final, je suis toujours en contact avec eux. J'étais là pendant le procès. La veille, j'avais été voir mon avocat. Faut savoir que pendant les instructions, ils peuvent pas vraiment nous dire ce qu'ils ont trouvé. Seuls les gendarmes peuvent nous dire, par exemple, ils se sont rendus compte que cet homme avait déjà eu plusieurs maîtresses. Il m'avait donné quelques sommes d'argent. Ils ont réussi à retrouver sur son compte ses relevés. Ils ont pu retrouver, je crois, des messages aussi. Le procès, je me souviens, donc j'avais dormi chez ma meilleure amie la veille. Donc j'étais avec ma famille d'accueil, la deuxième famille d'accueil. Et mon avocat m'avait conseillé avant, prends des boules caisses. Il me dit, faut pas que t'écoutes ce que l'avocat de la défense en fait va dire. L'avocate m'a complètement démolie. Donc à la fin, ils m'ont demandé si je voulais parler, mais déjà je pleurais. C'était pas très audible ce que je disais. On m'a donné le verdict. Donc il a été jugé coupable. Il a eu 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Je trouve que par rapport à tout ce que j'ai tout perdu dans cette histoire. Je pense qu'il s'en rend pas compte, mais en fait, moi, j'ai perdu ma famille d'accueil parce qu'à l'heure actuelle, je les ai toujours pas revus. Ça m'a détruite quand même. Pendant mon enfance, j'ai eu des moments où je me disais, je vais me suicider en fait. Parce que j'ai l'impression que personne ne m'aime. Et le seul truc qui me faisait me dire, ne fais pas ça, c'est ma mère. Je me suis dit, si ma mère, elle me perd, elle s'en remet pas. Et à chaque fois, je me disais, si ma mère, elle meurt, je meurs. Et ça m'a mis énormément de temps à guérir de tout ça. J'ai décidé d'écrire un livre parce que quand j'écrivais mon livre, au début, je l'écrivais déjà pour moi. Et quand je l'écrivais vraiment et que je comprenais pas une facette de ma personnalité, j'essayais d'aller creuser. Et ça m'a aidé, moi, à comprendre qui je suis, mais aussi de pouvoir expliquer aux autres comment je fonctionnais. Mon livre, il s'intitule Encore une cassos. Cette phrase, elle m'a été dite. Et je raconte, en fait, mon parcours, sans tout raconter, mais dire que j'ai été placée. Et il y a une personne qui, suite à ce que je raconte, dit « Ah oui, encore une cassos ». Et je me suis dit, c'est dingue comme une personne qui me connaît pas peut cataloguer juste avec une histoire. Et ce titre, je me suis dit qu'il allait très bien avec mon livre parce que on a beaucoup de préjugés sur les gens. Mais là où c'est important, je pense, c'est de conscientiser qu'on a des préjugés et essayer justement d'aller se confronter à ça. Mon livre, il m'a permis à pouvoir aussi en parler. Ça m'a vraiment permis à me comprendre, à me connaître et aussi à accepter en fait mon histoire. Si on a envie de s'en sortir, il faut trouver des ressources pour s'en sortir. Donc ça peut être bien entouré, voir des psychologues, avoir des amis sur lesquels on peut compter aussi, ça m'a beaucoup aidé. Il y a une phrase que je me disais souvent, c'est que Dieu donne ses plus durs combats à ses plus forts soldats. Je crois pas forcément en Dieu, mais en tout cas c'est juste une phrase qui me donnait un peu de réconfort. J'ai pas honte de mon histoire. Et le fait de l'écrire, le fait de le poser sur papier, ça m'a permis de l'accepter. Avant, j'aurais jamais pu déjà en parler à une inconnue. Ici, être filmée, et vraiment, si j'ai un conseil aussi à faire passer, c'est que peu importe votre histoire, écrivez.